Les familles dans la littérature suisse, miroir de la société actuelle, un podcast bilingue sur la famille, son ancrage dans notre société, le questionnement constant qu'elle soulève au sujet de notre identité et surtout sa représentation dans la littérature suisse. Spiegel der Gesellschaft von heute, Familien in der Schweizer Literatur, ein zweisprachiger Podcast über die Familie, ihre Verankerung in unserer Gesellschaft, die ständigen Fragen, die sie in Bezug auf unsere Identität aufwirft und vor allem ihre Darstellung in der Schweizer Literatur. Ce podcast vous est présenté par Émilie Eder, Sylvie Jeanneret et Ralf Müller. Tour à tour, ils interrogent des autrices et des auteurs suisses sur la manière dont le motif de la famille travaille leur œuvre. Émilie Eder, Sylvie Jeanneret und Ralf Müller forschen an der Universität Freiburg. Abwechselnd befragen sie Autorinnen und Autoren aus der Romandie und Deutschschweiz dazu, wie das Motiv der Familie ihre Werk beeinflusst. Außerdem stellen sie zeitgenössische Familienromane einander gegenüber und zeigen, welche Rollen die Familie in einem Roman oder allgemein in literarischen Texten spielen kann. Alors, les familles dans la littérature sont-elles réellement des miroirs de notre société actuelle? Place à cet épisode pour en découvrir un peu plus. Sind Familien in der Literatur wirklich ein Spiegelbild unserer heutigen Gesellschaft? In dieser Episode erfahren Sie mehr darüber. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je m'appelle Sylvie Jeanneret et aujourd'hui je rencontre Rosemarie Pagnard qui nous accueille chez elle dans le Jura. Rosemarie Pagnard est l'une des écrivaines les plus reconnues de Suisse, auteure d'une œuvre romanesque importante et riche qui se déploie dès les années 1980. Son œuvre a obtenu de nombreux prix et distinctions, parmi lesquels le prix Schiller pour l'ensemble de son œuvre en 1999 et le prix suisse de littérature en 2014 pour le roman J'aime ce qui vacille. Son œuvre a également fait l'objet d'une exposition au musée d'art et d'histoire de Neuchâtel en collaboration avec l'œuvre de son mari, le peintre René Mira, en 2010. Et par ailleurs, le réalisateur Claude Stadelmann a consacré un film documentaire aux deux artistes en 2015 intitulé « Des ailes et des ombres », Rosemarie Pagnard et René Mira. Chère Rosemarie Pagnard, bonjour et bienvenue. Bonjour Sylvie. Je vous propose d'explorer et d'approfondir l'une des composantes de votre œuvre, à savoir le rôle que joue la famille dans les intrigues de vos fictions, dans le développement de vos personnages et également dans votre projet d'écriture lui-même. On peut déjà revenir sur un ancrage fort dans l'un de vos premiers livres, et je pense ici à La leçon de Judith, qui raconte la quête d'une jeune fille pour s'émanciper du noyau familial et en particulier de la relation compliquée avec sa sœur suicidaire. On peut également faire référence à votre dernier roman publié, Gloria Vinil, dont la protagoniste principale poursuit une quête identitaire qui entrelace liens familiaux conflictuels et liens extrafamiliaux. En réalisant notre article, nous avons pu constater, avec ma collègue Camille Bernasconi, qu'on trouve de manière constante, dans les histoires que vous racontez, une exploration fine des dimensions à la fois verticales de la famille, et également horizontale, avec la présence de liens générationnels complexes et de liens entre les fratries, incarnant en quelque sorte un corps familial nourri d'émotions, de partage, de conflits, auquel votre écriture donne un dynamisme, de mouvement, des couleurs, avec cette oscillation constante entre une dimension tragique des relations familiales telles qu'on la connaît depuis très longtemps en littérature, et une dimension comique, plus légère, aux teintes joyeuses, qui font de la famille un théâtre en constante évolution. Mais tout d'abord, qu'en est-il de la famille et des liens affectifs qui s'y développent, comme lieu générant aussi des émotions fortes et inspirant pour l'écrivaine que vous êtes? Est-ce un ressort pour votre écriture, entre touches tragiques et comiques? C'est très difficile d'avoir une réponse claire et nette à votre question, parce que c'est un peu, comment dire, je me suis servie de la famille la plupart du temps simplement comme cadre pour une intrigue. Je ne voulais pas parler d'une famille, je voulais parler de toute autre chose, ça on le verra en parlant de différents romans. Donc ce n'est pas le thème principal.
Mais c'est un cadre qui, je ne sais pas, qui est venu tout naturellement, parce que c'est peut-être le plus élémentaire pour nous tous. Nous avons tous des parents, qu'on le veuille ou non, n'est-ce pas? Et après, s'y ajoute parfois une fratrie, mais pas obligatoirement. Mais ce cadre de la famille est parfois un peu laissé de côté dans certains romans. Dans d'autres, il est accentué parce que l'intrigue a besoin de plusieurs personnages faisant partie d'une même famille. Mais d'autres fois, oui, c'est vraiment un cadre, si vous voulez. Ça entoure, ça fait une petite barrière comme ça, peut-être pour le lecteur un peu rassurante, c'est la vie de tous les jours, si vous voulez. Papa, maman, et puis il y a un frère, une sœur ou deux sœurs, que sais-je. Et voilà, ça me permet à moi de développer mon thème premier, qui n'est pas toujours déclaré comme ça immédiatement dans les premières pages. Quand on pense aussi aux relations familiales, on pense également aux rapports de force qui se développent entre les personnages au sein de la famille et dans la réalité également. On pense aux figures du père, par exemple, ou de la mère, des rapports qui se mettent en place avec les enfants, avec parfois dans vos fictions, des rapports inversés dans lesquels les enfants apparaissent bien plus clairvoyants que leurs parents. Et oui. Et, ouais, je pense en particulier aux jours merveilleux au bord de l'ombre, où les enfants déploient une énergie folle pour essayer de rattraper leurs parents au conservatoire d'amour, etc. Et qu'est-ce que vous pouvez développer sur cette question-là? Je ne peux pas développer, je l'ai simplement écrit. Oui, dans Jour merveilleux au bord de l'ombre, par exemple, comme vous l'avez si bien dit, ce sont deux enfants, un garçon et sa sœur, qui veulent faire justice, parce qu'il s'est passé quelque chose d'injuste vis-à-vis de leur famille, de leur père en particulier. Et ces enfants, devenant presque adolescents, étant aussi très intelligents, plein d'imagination et de fantaisie, ces enfants se mettent en tête tout à coup de faire une petite enquête eux-mêmes, tout seuls, pour savoir, mais qu'est-ce que c'est la vérité? Où est la vérité? Et alors, ils ont toutes sortes d'aventures, évidemment, parce que quelquefois, ils voient juste, plus juste que les adultes. C'est peut-être parce qu'ils ils ont moins de frontières, ils ont moins d'interdits que les adultes, les enfants. Enfin, je m'imagine que c'était comme ça. Moi, il me semble que j'étais comme ça, à 12 ans, par exemple. On me disait, mais tu es toujours dans la lune. Oui, mais c'était une lune pleine de choses. Une lune très habitée par des terriens, par papa, maman, voilà, la fratrie, et des personnages qui vivaient autour de moi et que j'observais. Et je pense que les enfants ont cette capacité de sentir des choses plus fines, parfois, que les adultes. Déjà, elles sont très différentes, mais elles sont plus fines. Et puis s'y ajoute leur fantaisie d'enfant, qui est liée au jeu. Et le jeu, pour moi, dans l'écriture romanesque, tient une place très importante. On joue avec les choses. L'écrivain peut jouer avec des choses. Vous comprenez? À peu près. Oui. Et alors là, justement, c'était très marrant, je trouvais, d'avoir ce garçon et puis sa sœur, sa petite sœur, qui voient mais tous les défauts de la famille, et puis qui les disent, et puis qui deviennent songeurs, mélancoliques, tristes même, et puis tout à coup qui prennent des initiatives complètement folles. On va aller visiter de nuit la fabrique de celui qui est coupable à leurs yeux de cette fameuse injustice, etc. Donc il y a un côté aventureux aussi lorsqu'on parle des enfants. Leurs jeux sont aventureux et parfois à la limite du danger dont ils ne se rendent pas compte. Voilà. Et puis ça m'a vraiment beaucoup plu de l'écrire. Et puis surtout que dans le fond, c'est très autobiographique. Mais comme toujours, ce qui est autobiographique chez moi ne passe pas noir sur blanc dans la page d'écriture.
Jamais. Je n'y arrive pas. Même pour J'aime ce qui vacille, on y reviendra sans doute, la vérité, enfin, oui, les choses vraies que j'ai vécues, je suis comme obligée de les métamorphoser, ou plutôt de les réenchanter. Voilà. Il y a aussi une relation parfois très forte qu'on trouve entre les sœurs et qu'on trouve dans la leçon de Judith, par exemple, qu'on retrouve dans le Conservatoire d'amour, où ces deux sœurs, en quelque sorte, s'entraident à peu près constamment dans toutes les épreuves de la vie, et qui fait que c'est pratiquement presque la même personne parfois. Hein. Oui, ça c'est... Là, vous approchez d'une chose qui pourrait être une grande vérité par rapport à ça, c'est que je me suis aussi posé la question en me disant, par exemple, est-ce que dans le Conservatoire d'amour, ces deux jeunes filles qui plaquent la famille là en pleine promenade du dimanche, parce qu'elles sont folles de musique. Elles sont les deux flûtistes, déjà très avancées, et puis elles veulent absolument aller étudier au conservatoire d'une grande ville qui est plus loin que le lieu où elles habitent. Donc, on va les suivre dans leur aventure, qui va demander beaucoup d'efforts, mais je voulais montrer aussi la persévérance qu'il peut y avoir chez des jeunes gens. Et là, de nouveau, il y a ce côté des filles, des enfants qui ont une finesse pour déceler des choses chez les adultes, qu'elles découvrent peu à peu. Mais oui, une est comme ça, l'autre est comme ça. Elles se complètent, dirais-je, pour former on pourrait en faire un seul personnage, tu es d'accord? Oui. Mais là, ça me paraît, je ne sais pas pourquoi, c'est venu automatiquement. Si, je sais pourquoi. Maintenant, ça me revient. J'étais à l'époque tout à fait folle de l'opéra de Hummel, Hansel und Gretel. Et puis, je l'écoutais X fois. Et puis, c'est le frère et la sœur. Et puis, je sais pas, ça s'est développé comme ça. J'avais deux sœurs. Et puis il fallait qu'elles arrivent à leur but. Voilà. Mais c'est vrai que elles se soutiennent. Non seulement elles se soutiennent, mais elles se complètent. Il y en a une qui est plus sage que l'autre, l'autre plus aventureuse ou imprudente parfois. Mais finalement, oui, le but est le même, et puis elles y vont ensemble. Je ne sais pas comment tout cela est venu, mais enfin, voilà, ça s'est passé comme ça. Dans la leçon de Judith en particulier, il y a ce lien qui se tisse entre un personnage déjà âgé, hein, qui a une vie derrière elle importante, Judith, qui était une grande musicienne, et cette jeune fille, voilà, qui est en quête d'autre chose. Est-ce qu'on peut parler dans ce cas-là d'une notion qui serait ce que les théoriciens d'aujourd'hui ou des gender studies appellent la sororité? Enfin, Chloé Delot m'en parle bien dans son livre, Mes bien chères sœurs. Donc cette sororité qui est donc la solidarité entre femmes, qui permet aussi aux personnages féminins, là, dans ce cas-là, d'échapper en quelque sorte à une toute-puissance patriarcale ou un système peut-être patriarcal assez fort. Est-ce que ça pourrait être une notion qui fait sens pour vous ou pas forcément? Oui, mais oui, ça fait sens évidemment. Et, oui, on peut parler même de féminisme, n'est-ce pas? Par exemple, dans la leçon de Judith, la femme très âgée est une femme d'avant-garde à mon sens. D'ailleurs, j'avais une amie de cet âge qui m'a servi un peu de modèle, parce qu'elle était comme ça. Elle était en avance sur son temps et elle m'a appris beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve aussi dans Gloria Vinil un personnage féminin très déterminé, très fort, indépendant, mais qui est aussi aidé quelque part par sa tante. Donc il y a aussi une expérience de vie. Et les deux forment aussi un binôme, je dirais, très attachant et qu'on pourrait comparer, me semble-t-il, aussi au binôme qu'on trouve dans la leçon de Judith. Oui, exactement. Maintenant, je n'ai jamais pensé à ça, mais vous avez raison. Oui, c'est vrai, là, la Gloria a une tante
qui l'a éduquée, qui l'a élevée, si vous voulez, et qui est une femme mûre, une femme sage, d'expérience, et qui suit sa nièce avec bienveillance, mais aussi prudence, sagacité, beaucoup d'intelligence. Et ça, voilà, la rencontre des deux, parfois la volonté de la jeune et la volonté de la plus âgée se confrontent, et puis ça peut nous donner des scènes comiques. Mais voilà, on revient au comique qui fait partie, je trouve, de la vie de tous les jours. Est-ce qu'on pourrait juste faire un petit détour, par exemple, par le livre de Anis Grobetti, Pour mourir en février, pour lui rendre aussi hommage, donc qui est paru dans les années 70, où là, la jeune protagoniste, Aude, qui essaye d'échapper à ce carcan familial très fort, une sorte de petite bourgeoisie assez conventionnelle, et qui choisit comme ça la dimension artistique, notamment l'écriture, pour essayer aussi d'échapper à ce milieu-là, avec une dimension, je dirais, revendicatrice assez forte quand même, non ? Oui, c'est un très très beau roman. Mais là, je pense vraiment que la famille est au centre. Et là, ce n'est plus un cadre qu'elle avait, Anne-Lise, mais une sorte de théâtre assez fermé, duquel son personnage veut s'échapper. Et ça se fait jamais, ça ne va jamais de soi de s'échapper d'une chose pareille, mais c'est souvent avec l'aide ou la complicité, mais je dirais plutôt avec l'aide, le hasard aussi d'une rencontre. En l'occurrence, là, c'est une autre femme qui est plutôt libre. On ne sait pas si elle vit avec une autre femme ou pas. Il y a aussi un côté, peut-être un tabou à briser aussi pour la narratrice. Donc là, c'est très fort. La revendication est très forte. C'est vraiment dire « j'en ai assez ». J'en ai assez de ces interdits, de ces tabous, de cette étroitesse d'esprit. Est-ce qu'on pourrait constater une évolution dans la conception du noyau familial tel qu'il est représenté dans vos textes, puisque ça fait quand même maintenant presque 50 ans que vous publiez, que vous avez quand même une œuvre qui s'est construite sur une longue période. Est-ce qu'il y aurait en quelque sorte des étapes dans la construction familiale depuis les années 80 jusqu'aux années 2020 ? Ou vous voyez ça plutôt comme une évolution peu marquée ou peu sensible ? Non, j'espère qu'elle est sensible, ne serait-ce que pour l'écriture. Maintenant, savoir si au cours si dans tous ces romans, on voit une différence dans la notion de famille, ce n'est pas à moi de le dire, mais je pense qu'il y en a une, c'est plus libre. C'est plus libre, je ne sais pas comment dire, c'est moins coincé, quoi. Et ça peut pas être autrement, parce que je vis à mon époque, je ne suis pas restée confinée à l'époque de ma jeunesse. Mais oui, je pense qu'il y a une progression. Les choses sont plus libres, mais ne sont pas pour autant plus faciles. Si on pense à la famille actuelle, il y a la famille traditionnelle qui existe toujours. Et puis il y a la famille qu'on dit éclatée, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Quand les parents se séparent, ont d'autres partenaires, et il y a d'autres enfants qui sont peut-être recomposés. Ou recomposés, pardon. Oui. Là, ça donnerait dans le fond beaucoup plus de possibilités aux romanciers, parce que ça devient beaucoup plus complexe, non ? Les personnages s'ajoutent les uns aux autres, il y a des gens qui entrent dans mon théâtre, d'autres qui en sortent. Ça serait peut-être plus vivant. Et je pense que ça correspondrait vraiment à la vie actuelle en société. Mais j'ai dit avant que la famille traditionnelle existait toujours. À mon sens, elle existe, j'en vois autour de moi. C'est papa, maman et les enfants. Et les enfants ont des règles
tu ne feras pas ceci, tu rentreras à telle heure, tu ne regardes pas ton iPhone après telle heure, etc. Donc il y a des règles. Mais la société a tellement changé que ça ne peut pas être que ça. Ça déborde quelque part. Alors ça peut être sous une forme tragique, ce qu'on ne souhaite pas, mais ça peut être sous une forme tout simplement de désobéissance obligée, hein, comme on dit quand on est jeune, enfant, puis on désobéit. J'étais obligée de désobéir. Je voulais pas mentir, mais j'ai dû. Parce qu'il y a tellement de tentations. Parce que dans le fond, tout est devenu possible. Et surtout, il y a là, on est très attaché à la performance personnelle aujourd'hui. Alors cette performance personnelle, elle, si vous voulez, elle empêche des relations avec d'autres, parce qu'elle constitue comme un bloc, quelque chose de toujours plus rigide et solide. J'ai entendu l'autre soir Boris Cyrulnik parler de ça, et je trouvais qu'il avait très bien exprimé cette chose-là. Donc, vous voyez, la notion de famille, on ne peut pas la voir simplement en tant que famille. Il faut la voir dans la société. Et puis maintenant, c'est pas, je ne sais pas comment ce sera dans 20 ans, mais je pense que ce sera plus un ordre vertical dans les familles, mais vraiment horizontal, et qu'on sera peut-être malheureusement obligé, ou les parents seront malheureusement obligés d'obéir à des ordres extra-familiaux. Et si je vous dis pour terminer que les familles heureuses et tranquilles n'intéressent pas les lectrices ou les lecteurs, qu'est-ce que vous pourriez répondre? Eh bien, je ne peux pas le savoir, d'abord, mais je pense qu'il y a toujours des familles heureuses. Mais, ici on parle de romans, n'est-ce pas? Romans de fiction, en plus. Donc, que voulez-vous que je fasse d'une famille exclusivement heureuse? Sylvie, vraiment, que fais-je? Parler que de bonheur, de baisers, de douceur qu'on se donne, qu'on échange. Non, c'est pas possible. Et bien que je crois qu'il y ait encore des familles heureuses, mais je me dis que c'est pour le moment temporaire, parce qu'on ne peut pas deviner le futur. Donc voilà, peut-être que telle famille est très heureuse, et c'est à souhaiter, qu'il y en ait pas mal quand même. Les enfants sont encore jeunes, ils sont obéissants, les parents sont du boulot, ils sont heureux entre eux. Ça, c'est une famille, on va dire, heureuse, quoi. Tout va bien. Mais j'ai toujours vu ça aussi dans mon écriture et dans ma propre personne, la notion de fragilité. Et ça, je pense que c'est important. Je pense que tout est fragile. Nous sommes fragiles. La société est fragile aussi. Et donc forcément, dans un roman, les personnages sont presque toujours au bord de quelque chose qui pourrait les happer et les faire entrer dans une autre dimension de la vie, tout simplement. Bien, merci beaucoup, Rosemarie Bagnard. C'était un grand plaisir de vous accueillir pour ce podcast. Et toute bonne fin de journée. Merci Sylvie. Je vais vous lire un extrait de Jour merveilleux au bord de l'ombre de Rosemarie Pagnard, paru en 2016 aux éditions Zoé, extrait dans lequel l'héroïne Debbie parle de sa situation familiale, notamment de son lien avec son frère brun. Mon frère est assis en tailleur sur le canapé, mon lit. Il est pendu à une barre de fer au milieu des moutons et des lessives flottant sur le terrain vague à l'extrémité ouest de la ruelle. Il est absorbé par la lecture d'un livre de cuisine ou d'un roman. Il a 11 ans, 12 ans, maintenant bientôt 13 ans et je suis, pour lui, l'allié numéro 1, suivi par son ami Bertie du magasin Tricot, par le comte Matographe, par M. Schwartz et sa fille Petite Main, qui passent des heures avec lui dans sa chambre, par le clan des Hongrois, par une poignée d'adultes dont la qualité commune, dit ma mère, est leur indépendance d'esprit à l'égard de la clinquante charité d'oncle Reuben. Oui, pour mon frère, je suis une alliée dans son enquête sur l'injustice. Quelquefois un point mort, parce que je sens une affection en moi transformer mon oncle en géant, aux yeux maquillés d'or, aux cheveux d'or, au cœur d'or,
des beautés que je garde pour moi seule, tandis que s'éloigne et rapetisse la part sombre d'oncle Reuben, son rôle dans l'injustice. D'ailleurs, ne m'arrive-t-il pas certains jours de prendre cette injustice pour une légende ? C'est une légende, me dis-je, on la regarde de loin, on la coupe en petites séquences, on lui donne un titre et des sous-titres, on l'oublie, on la raconte. Tant de légendes existent. Ma mère, par exemple, entretient celle de son père et de ses 2 sœurs aînées qu'elle a vues passer près de son petit lit avant qu'il soit jeté dans une fosse sur un demi-millier d'autres victimes de l'épidémie de grippe. Mais qu'est-ce qui me prend ? Qu'est-ce que je raconte ? Pour ma mère, ce drame n'a rien d'une légende. Je te plains, maman, lui dis-je quand elle me le rappelle doucement, une boucle de ses cheveux tournée d'un geste enfantin autour de son index. Mais elle change du tout au tout quand je suggère, comme si j'étais piquée par un dibouk, que mon père, apparemment, obéit sans peine à son frère Reuben. Elle explose, elle s'arrache les cheveux. Dobby, obéir est encore plus difficile pour ton père que pour toi et moi. Ton père marche au sentiment. Tu comprends ? Non, maman. Tu comprendras plus tard, Dobby. Tu sentiras à quel point il est révoltant d'être obligé d'obéir à une personne qui elle-même n'obéit pas aux lois les plus élémentaires. Obligé pour nourrir. Ah, j'allais dire mourir. N'écoute pas, va-t'en. N'écoute pas. Mais la nuit, je vois au-dessus de la ville, et peut-être du monde, un dais tissé de fils blancs, et j'entends un grésillement de mèches soufrées. Je supplie les oiseaux de se réfugier dans la forêt où moi-même, bientôt, je me ferai un passage à travers une masse de feuillages et de rameaux, sur lesquels reposent, comme sur des lits de soie violacée ou de palissandre, des familles entières de lièvres minuscules. Sur mon poignet gauche, la marque d'une piqûre m'intrigue, au point que je reste à l'observer pendant un temps incalculable et que je finisse par discerner, sortant de cette marque, une ligne d'une intensité extrême qui ne peut qu'être électrique ou radioactive avec sa luminescence froide et légèrement bleutée de néon. Dans mon imagination onirique, sa clarté m'invite à voir que là-haut, tout là-haut, le tissage se défait, que des fils d'araignées à petite tête humaine se balancent au-dessus de notre riel, prêtes à tuer mon frère. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Les familles dans la littérature suisse, miroir de la société actuelle. Sie haben gerade eine Episode des Podcasts Spiegel der Gesellschaft von heute, Familien in der Schweizer Literatur. Découvrez toutes les œuvres citées dans la description. In der Beschreibung gibt es auch weiterführende Literaturhinweise. Et ne manquez pas le prochain épisode. Verpassen Sie nicht die nächste Episode. À bientôt, bis bald.